flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc nous sommes toujours au mois de mai et on parle toujours de sexe. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir Sabine et Carlotta qui ont pas mal de choses à nous raconter, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous voulez vous présenter ? Oui. Et du coup, je m'appelle Carlotta, je suis la directrice du club Cris et Chuchotements. C'est un club BDSM qui est à Paris depuis 27 ans. Ah ouais, 27 ans. Oui. Ça fait combien de temps que tu es directrice là-bas ? Ça fait 2 ans et demi. Okay. 2 ans et demi déjà. Ça fait pas 27 ans, quoi. Non. Mais on va dire que c'est comme une institution dans le domaine. Et toi, Sabine ? Et moi, je m'appelle Sabine et je suis la créatrice du compte Instagram qui s'appelle Fidélité mes fesses, où je parle de sexualité, de désir, d'amour, de couple, de souveraineté sur les corps et de féminisme aussi. C'est un compte qui se veut féministe. Voilà. Tout un programme. Et comment vous en êtes arrivée à vouloir exploiter cette partie-là qui fait partie un peu de la sexualité parce que un club BDSM, on n'arrive pas comme ça à devenir directrice artistique. D'où ça vient cette envie ? Moi, ça s'est fait vraiment par un coup de chance quand même, un coup du destin. C'est que ils avaient besoin d'une personne pour faire un remplacement au bar et je travaille dans la nuit depuis que j'ai 17 ans. Et donc, j'étais travailler au bar et j'ai bien vu que j'avais des choses à vivre là-bas. J'ai vraiment senti fort que il y avait un truc qu'il fallait que je fasse dans ce lieu-là. Le lieu m'a tellement marqué que du coup j'ai parlé avec le patron, puis comme il cherchait quelqu'un pour être directrice, je lui ai dit vas-y, embauche-moi, tu vas pas le regretter. Et donc on a une super belle amitié, moi et le patron. On s'entend vraiment bien ensemble, on est une super belle équipe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser là-bas. Puis plus le temps passe, plus j'ai de responsabilités, plus je prends d'initiatives, on va dire, et il me laisse la place pour explorer plein de choses, plein de thématiques de soirée, toutes sortes de. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu choisis les thèmes ? Explique-nous en quoi ça consiste. Déjà, je peux créer des thèmes de soirée avec toutes les idées qui vont me passer par la tête, mais aussi je vais un peu orchestrer les soirées qui sont organisées par d'autres gens. On a des soirées dominatrices à tous les mois et à chaque mois on trouve des dominatrices différentes qui vont aborder des sujets différents, qui vont faire des petites performances pendant les soirées. C'est vraiment beau parce que c'est tellement vaste le BDSM, c'est tellement varié tout ce qui peut se passer au club et on peut même faire des choses artistiques, des expositions de peintres qui vont faire des trucs un peu BDSM ou avoir des gens qui viennent faire des signatures de livres, avoir des lectures érotiques. On a quelqu'un qui organise des soirées lectures érotiques. Donc c'est très très beau parce que ça mêle l'art et le sexe et donc ça donne encore plus de possibilités. Tu fais notamment des soirées félines. Oui. Tu peux nous expliquer ça ? Ça, c'était la première soirée que j'ai organisée au club. C'était une soirée que pour les femmes et une soirée qui est BDSM. Ce qui est beau, c'est que je me suis rendu compte, là, ça fait 2 ans que je fais la soirée, que les femmes, quand elles viennent à la soirée féline, elles viennent pour le côté BDSM, mais elles viennent aussi pour le fait d'être entre elles et de pouvoir se rencontrer, se parler et que tout soit possible. Mais rien n'est forcé, rien n'est obligatoire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes, elles viennent, elles se mettent leur plus belle tenue, elles s'habillent hyper sexy et elles viennent dans une ambiance très décontractée, où il n'y a pas de pression. Donc c'est magique de pouvoir être là où on est et de faire tout est possible en fait, toutes les portes sont ouvertes. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc ça, c'est chouette ça. Et si tu peux nous réexpliquer, parce qu'on a déjà fait une émission un peu sur le BDSM, mais c'est quoi pour toi le BDSM ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le BDSM, ça va être tout ce qui est les lettres déjà BDSM, ça va être bondage, donc tout ce qui est le fait d'être attaché, les cordes, ou ça peut être avec des menottes, ça peut être avec. Les gens ils font du BDSM des fois sans le savoir chez eux. C'est la domination, la soumission. Et le sadomasochisme. Donc c'est vrai que quand on parle de BDSM, on pense à un truc, on pense tout de suite à genre Pulp Fiction avec la boule dans la bouche, mais c'est vrai. C'est vrai. Ou 50 nuances degrés. Dernièrement, ça a un peu démocratisé le truc. Mais souvent les gens ils pensent qu'au club c'est vraiment n'importe quoi, c'est sauvage, les gens se tabassent, genre que c'est hard quoi, que tout le monde est complètement drogué, mais en fait c'est tout le contraire. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait au club, les gens sont vraiment connectés les uns avec les autres. Parce que comme, possiblement, il peut y avoir des choses assez intenses qui se passent, il faut être complètement conscient de
de ce qui se passe. Sinon, il pourrait y avoir des conséquences, quoi. Donc, pour que ça se passe bien, il faut être connecté, il faut être alerte des réactions de l'autre. Et il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font entre les gens avant même de commencer à pratiquer. Puis c'est ça qui est beau. C'est qu'au final, ça regroupe des gens qui ont une recherche sexuelle qui est plus poussée que pour moi dans un club libertin où c'est purement sexuel. Là, il y a un truc très psychologique, cérébral, avec toutes sortes de différentes conditions. Tu sais, les gens, ils peuvent venir être complètement habillés, puis toute la soirée, ils vont être habillés. Puis ils vont dominer, ils vont être habillés. T'es pas obligé de te mettre à poil ou obligé de faire certaines activités. Tout est possible, en fait. Tous les paramètres sont là. Et ça doit être, du coup, pour laisser entrer les gens, parce que j'imagine que ça doit être assez filtré. C'est quoi? T'as un visio ou c'est vraiment que des gens que vous connaissez? C'est une sorte de club où t'as tes habitués et c'est des recommandations? En fait, tout le monde peut venir, mais c'est cher. Donc déjà, ça filtre de fou. Parce que les gens qui savent pas pourquoi ils viennent mettre les pieds, puis qui veulent faire du bordel ou je sais pas, qui sont bourrés, ils rentrent pas. Il faut payer pour rentrer. Donc déjà, les prix ne sont pas catastrophiques, mais le fait qu'il y ait un prix d'entrée, c'est pas comme dans le bar du coin où tu fais juste venir pour boire une bière. Des fois, les gens, ils passent devant, hein, ils sont bourrés, ils veulent rentrer, mais c'est impossible. C'est genre juste impensable. Alors que n'importe qui a le bon dress code, ça veut dire qu'il vient habillé en noir, et qui est prêt à mettre le prix d'entrée, peut rentrer. C'est pas fermé aux gens. C'est juste que, déjà, pour faire la démarche de venir jusqu'à chez nous, on n'est pas sur une rue passante. On est à côté d'un commissariat. Déjà, pour faire la démarche de venir jusqu'à chez nous, faut que tu saches un peu où tu mets les pieds. Et personne fait le con parce qu'il y a le commissariat à 50 mètres. Donc, faudrait vraiment être inconscient. Ça, c'est pratique. Ouais, c'est ça qui est beau. Ça te parle, Sabine, ce qu'elle dit sur justement le consentement, puis aussi le besoin en fait de se différencier et d'être dans sa propre vérité par rapport à sa sexualité? Ouais, complètement. Alors après, moi sur mon compte Instagram, j'ai vraiment des réflexions très philosophiques et intellectuelles. Je suis pas du tout dans le concret comme ça. En tout cas, pas encore. Après, c'est des milieux qui m'intéressent beaucoup et je pense que tôt ou tard, je sauterai le pas ou, enfin voilà, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. En fait, ce que j'aime bien dans ces lieux et dans le discours que tu as par rapport à ce genre de sexualité ou à ces découvertes, c'est qu'en fait ça encourage à s'explorer en fait, s'explorer. On pourrait l'écrire de deux manières. Et c'est aussi un peu ce que je dis sur mon compte, c'est-à-dire que moi, pour comment j'en suis venue à créer ce compte, c'est que moi j'ai eu l'impression d'être beaucoup entravée dans ma sexualité dans ma vie parce que j'ai en fait quasiment tout le temps été en couple. J'ai rencontré mon amoureux actuel quand j'avais 17 ans, j'en ai 36. Donc il y a presque 20 ans. Et voilà, et on a toujours eu un schéma très classique monogame où il était absolument hors de question d'aller faire du sexe à droite à gauche, etc. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup entravée physiquement et puis psychologiquement. Et j'ai vraiment senti un gros malaise par rapport à ça pendant des années. Et en fait, petit à petit, la vie a fait que mon chemin a croisé des blogs ou des articles, des podcasts qui parlaient de couple libre, de polyamour, de libertinage, etc. Après, moi, j'avais aussi une image très négative, justement, pas du polyamour, parce que ça, c'est un peu joli, c'est mignon, mais du libertinage. Enfin, voilà, on croit vraiment que il y a la sexualité de couple monogame et puis n'importe quoi. Enfin, le gros délire c'est vrai, où c'est dégueulasse, où tout le monde s'enfile dans les coins. Enfin, vraiment des trucs un peu, un peu glauque, ouais. Et voilà. Et en fait, je me suis dit, il y a peut-être un juste milieu dans tout ça et qu'en fait je peux peut-être très bien avoir mon histoire d'amour et puis vivre à côté des choses parce qu'en fait c'est pas parce que je suis en couple que je peux pas avoir une vie et une sexualité hors du couple. Et voilà, et ça a beaucoup travaillé dans ma tête pendant des années. Après, j'ai eu une période un peu de célibat parce que je me suis séparée avec cet homme avec qui je suis de nouveau, où j'ai vécu un peu ce que j'avais à vivre et puis on s'est remis ensemble et puis on est reparti dans un schéma assez classique comme si j'avais un peu tout oublié de ces réflexions-là. Et très vite, c'est revenu me travailler et voilà. Et donc on en a parlé ensemble, on a cheminé un peu intellectuellement sur tout ça. Et en fait, à un moment, j'avais eu tellement de réflexions dans la tête, j'avais lu tellement de choses, il y avait eu tellement de cheminement intérieur que je me suis dit, il faut que je partage ça. J'ai besoin et j'avais l'impression qu'en fait, après, j'ai aussi croisé la route du féminisme, entre guillemets.
Et je me disais, en fait, personne ne parle de ça, de cette... Enfin, voilà, je trouvais que c'était trop binaire, en fait, et qu'il y avait personne qui disait, mais en fait, enfin... on est tous des corps différents, avec des besoins différents à différents moments de notre vie, et on a le droit d'explorer des choses différentes selon nos besoins. Et le couple n'a pas à être une entrave à ça. Et entraver ça, c'est... Enfin, je vais utiliser un terme un peu fort, mais c'est presque criminel, en fait. On n'a pas le droit d'interdire aux gens de disposer librement de leur corps. Et c'est devenu vraiment quelque chose de très profond en moi, enfin, de très important. Et voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir ce compte Instagram, il y a 2 ans à peu près. Et voilà. Et depuis, je partage plein de réflexions autour de ça, parce qu'en fait, quand on ouvre cette porte-là, on se rend compte que c'est un vaste champ. Et il y a souvent des choses qui me viennent, aussi par rapport aux réflexions qu'on me fait, aux retours qu'on me fait. Et mais en même temps, ça fonctionne bien, puisque ça fait combien de 20 ans quasiment que vous êtes ensemble. Donc il y a aussi peut-être qu'est-ce que c'est pas le secret de la longévité du couple de pouvoir justement à un moment donné explorer sa sexualité ou d'autres choses pour avoir toujours son partenaire. Et moi j'ai écouté un peu, enfin j'ai regardé depuis quelques mois, je suis aussi ton compte, et c'est vrai que ça ouvre l'esprit. On parle beaucoup aussi de l'honnêteté. Je trouve que c'est extrêmement honnête, parce que le nombre de personnes qui vont aller voir ailleurs, mais que l'autre personne ne le sait pas, et c'est caché, et c'est peut-être même ça qui est excitant, dans un sens. Quand tu n'as plus cette barrière, est-ce que ça enlève pas aussi un peu d'excitation, de se dire, ah, je vais pas aller voir ailleurs, enfin, j'ai le droit, enfin, du coup, ça m'intéresse un peu moins. Enfin, je pense que ça, c'est sûr. Bah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause du fait qu'un couple, ça doit être exclusif, en fait, parce que du coup, on n'a pas le droit d'aller voir ailleurs, donc on va mettre fin à une relation pour en entamer une autre. Alors qu'en fait, peut-être que cette relation, elle était pas finie, en fait. Enfin, peut-être qu'elle devait continuer, peut-être que, enfin voilà, on a des principes qui cadrent tout ça, qui sont pas du tout alignés avec nos vies intérieures, en fait, je pense, et nos vies extérieures, parce qu'on fait des rencontres, et voilà. En tout cas, moi, je pense qu'effectivement, pour qu'un couple dure, en tout cas, même s'il dure pas, parce qu'à la limite, la durée, bon, mais pour qu'un couple soit sain, je pense que chacun doit avoir une autonomie dans laquelle il peut faire ce qu'il veut. Et je vois pas pourquoi le sexe ne ferait pas partie de ça, en fait. On est tout à fait d'accord pour dire qu'on a le droit d'aller danser en boîte avec ses copines, qu'on a le droit de partir en week-end avec ses copains, qu'on a le droit de manger ce qu'on veut, de s'habiller comme on veut, etc. Pourquoi le sexe, ce serait un truc à part? En fait, ça, c'est ma grande question. Pourquoi c'est traité comme une activité à part? Et pour l'instant, personne ne m'a donné une réponse que je trouve juste, en fait. Donc, voilà. Est-ce que tu as une réponse juste? Ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment un côté très d'appropriation puis de sacré autour du sexe. Surtout les gens qui sont pas dans les milieux BDSM ou libertins ou voilà, sexe positif. Ils ont ce côté où est-ce que vraiment c'est genre t'es ma propriété, personne d'autre qui peut profiter de ça. Et c'est vrai qu'avec le BDSM, on peut déconstruire les interactions sexuelles dans le sens que est-ce que se faire masser les pieds par quelqu'un c'est sexuel? Pour la plupart des gens, non. Mais pour la personne qui te masse, peut-être que oui. Peut-être que pour cette personne-là, c'est genre le cœur de sa sexualité. Puis la sexualité, ça fait tellement de choses. Qu'est-ce qui concrètement est l'acte sexuel? Est-ce que c'est que la pénétration ou est-ce que, genre, voilà, si l'autre, je sais pas, je trouve que c'est assez dur de se tromper. Genre, tu vois. Bah ouais. Ou est-ce qu'écrire des messages avec quelqu'un, envoyer des photos. Tu sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de manières de vivre de la sexualité sur plein de différents paramètres. C'est hyper compliqué de contrôler tout ça. Il y en a certains qui vont dire que même juste liker une photo sur Instagram d'une autre personne, c'est mal, mais on peut pas faire arrêter les autres gens d'exister. Absolument. C'est clair, et comme en fait la limite est tellement difficile à tracer, moi je suis pour qu'il n'y ait pas de limite en fait. Enfin, qu'en fait, sur quoi on se base, sur quelle base on part pour dire que ça c'est ma limite. Alors après, les gens ils vont dire ouais, mais la limite c'est ce qui me fait mal. Bah ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux coucher avec moi et que je te rejette, je dois me forcer pour parce que sinon ça va te faire mal. Enfin, on peut pas en fait baser une loi du couple ou n'importe quelle loi d'ailleurs sur juste le ressenti de la personne. Sinon, c'est où la porte ouverte à n'importe quoi en fait. Enfin. Oui. Et puis je te rejoins sur quelque chose aussi, c'est par rapport au cadre. Moi, de ce que j'ai compris pendant ces émissions du sexe, c'est que c'était hyper important de mettre le cadre, et aussi l'émission qu'on avait sur le polyamour, c'est que tu peux tout faire avec ton partenaire tant que tu mets le cadre et tant que justement tu prends aussi en considération le fait de c'est commun en fait. Oui, c'est ça.
Oui, c'est clair. Pour moi, en fait, c'est ça. L'histoire du commun, c'est très intéressant parce que, en fait, on part du principe que quand t'es en couple, la sexualité, ça devient un truc en commun. Sauf qu'on reste deux corps distincts et on peut très bien avoir deux sexualités distinctes et il n'y a pas à ce que ça fonctionne ensemble. Et d'ailleurs, ça crée énormément de problèmes que ce soit un principe que ça fonctionne ensemble. Il y a plein de couples il y a plein de membres de couples dont la sexualité n'est pas raccord. Alors souvent, ça allait au début de relation parce qu'on est tout feu tout flamme et etc. Mais souvent, il y a des décalages qui s'installent et sauf qu'en fait, on est un peu codépendant sexuellement parce qu'on a le droit de coucher que à l'intérieur du couple. C'est un espace commun et on n'a pas le droit d'avoir d'espace autonome à côté et du coup, ça crée des gros problèmes quoi. Ça, c'est un peu à cause de ça qu'il y a des viols conjugaux, qu'il y a énormément de frustration. Ça arrive dans énormément de couples quoi, ce genre de petits problèmes, mais qui peuvent prendre énormément de place en fait. C'est hyper complexe parce que d'un côté, c'est sûr que faut apprendre à travailler sur son propre sentiment de possessivité puis de jalousie, parce que c'est surtout ça qu'il faut déconstruire pour accepter que l'autre aille des relations ou des vies en parallèle. C'est sur soi qu'il faut travailler le plus, quoi. C'est clair. Puis quand t'arrives à faire ça, ou juste des expériences. Ouais. Si on vient dans ton bar et qu'on a une expérience, ça veut pas dire que toute notre vie va s'arrêter à côté dans notre couple ou. Oui, c'est clair. Puis il y a plein de gens qui viennent au club il y avait on va dire des histoires avec leur femme, ils partageaient ça, puis à un moment, un des deux veut plus. Mais l'autre, il en a tellement besoin que du coup, c'est te dire genre, OK, c'est fini. Tu peux plus aller au club, c'est fini. Maintenant, on fait plus de BDSM, par exemple, toi. Il y a des gens, c'est hyper dur pour eux d'accepter qu'ils vont fermer cette porte-là alors que eux, ils ont peut-être encore envie. Ça se peut très bien aussi que un des deux aille un chemin qui est différent de l'autre et c'est tellement triste de tout détruire juste parce que sur un point, ça s'accorde plus, quoi. Oui. Souvent, du coup, que, effectivement, quand, dans les couples communs comme ça, où tu partages tout, s'il y en a un qui décide d'arrêter un truc, l'autre, c'est acté qu'il doit arrêter aussi, le truc, quoi. Et ça, c'est quand même, assez dingue, parce que comme tu disais, c'est deux corps différents. Et là, t'as l'impression qu'à un moment donné, quand t'es un couple, tu fais plus qu'un. Et en fait, t'as plus ton libre arbitre, t'as plus ta propre liberté, en fait. Ouais, et ça s'applique que au sexe, parce que je veux dire, si un couple fait, je sais pas, de l'équitation ensemble pendant 10 ans, et qu'à un moment, il y en a un, je sais pas, il fait une chute, et puis, ou n'importe quoi, ou juste ça le lasse, et puis il a plus envie de faire ça, et il va pas dire à l'autre, toi aussi t'arrêtes, parce que moi j'arrête, donc, c'est mort, tu vois, ça serait bizarre, en fait, tout le monde dirait, mais attends, c'est pas ton problème, il peut très bien continuer, mais par contre, sur le sexe, là, tout le monde dit, ah oui, je comprends, Oui, puis ça peut aller super loin sur le sexe. Il y a des gens, carrément, ils veulent pas que leur chéri regarde du porno ou je sais pas quoi. On veut tellement contrôler l'autre dans des détails on n'est même pas avec lui, on sait même pas ce qui se passe, même pas avec d'autres personnes, mais même la masturbation, bien entendu. Ouais. Attends, mais ça veut dire que tu m'aimes pas, tu t'es masturbé. Non, mais on est c'est hallucinant. Quand tu pousses le truc et quand c'est incroyable, en fait. On se permet tout, en fait. C'est ça qui est terrible. Ouais. On n'a pas de... En fait, qui donne la loi de qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct? Chacun fait à ton ressenti personnel et du coup, effectivement, dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tout, quoi. Ouais. Est-ce que tu crois, du coup, que c'est peut-être... parce que toi qui cherches un peu aussi, qui t'interroge là-dessus, est-ce que tu crois que c'est dû, par exemple, parce que dans d'autres pays, il y a la polygamie, des choses comme ça, est-ce que tu crois que c'est parce qu'on est descendant du christianisme, par exemple, et donc c'est un truc assez... en fait, les religions, elles nous ont vraiment mis ce carcan-là, et je sais pas, on est resté coincé dedans et on a du mal à arrêter ça. Ça viendrait de là, quoi. Oui, moi je pense que c'est... en fait, si on remonte... si on fait un petit peu d'histoire... On t'écoute. En fait, on avait des mœurs assez libérées jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, en fait, pendant le Moyen-Âge, en tout cas en Occident, on va dire en France, quoi, en Europe, pour être un peu, pour cadrer un peu les choses. On avait des mœurs assez libérées au Moyen-Âge, etc. Et en fait, à la Renaissance, en fait, c'est vraiment... c'est une des... Il y a toujours plusieurs... c'est toujours multifactoriel, mais disons... en fait, quand on a commencé à amasser du capital, il y a eu vraiment une grosse problématique autour de l'héritage. Il fallait vraiment savoir que... Donc c'est les bourgeois qui amassaient du capital. Il fallait qu'ils sachent que les enfants à qui ils léguaient leur patrimoine, leur capital, étaient leurs enfants biologiques. Et donc, il y a toute une pensée, un système autour du contrôle de la fécondité et du coup du corps des femmes qui s'est mis en place. Et
Et là-dessus, les religions se sont évidemment, enfin voilà, les religions se sont emparées du truc. Ça a continué comme ça. Enfin ça date du coup plutôt de la Renaissance. Et puis ça s'est séparé de tout le discours romantique qu'on connaît aujourd'hui. Hollywood y a saupoudré un petit peu de paillettes. Enfin voilà, tout ça s'est séparé en fait de. Je pense que c'est vraiment venu de là à la base. Alors on pourrait dire oui, il y a d'autres interprétations, mais en tout cas c'est une des interprétations possibles. Je sais même pas si c'est tant la religion ou si c'est plus, pour moi c'est plutôt des contraintes presque un peu matérielles en fait qui ont fait naître ça. Et la religion a rajouté un discours moral, voilà. Et après Hollywood, les séries américaines ont rajouté un discours paillettes, voilà. Mais je pense qu'à la base c'est plus un truc du patriarcat et de la transmission des transmissions matérielles en fait que c'est né. Et en fait aujourd'hui on est tellement dans un discours à la fois moral et à la fois romantico-paillette sur le sujet qu'on a du mal à s'en extraire quoi. C'est vraiment devenu une culture en fait et c'est très très difficile de penser les choses autrement quoi. C'est vraiment très difficile. Même le féminisme a du mal quoi. Même les femmes les femmes féministes qui remettent en question radicalement le couple, l'amour et tout, c'est dur d'avoir un discours aussi subversif quoi. Oui, parce que ça va dans les deux sens. Si on veut la liberté pour nous, faut l'accepter pour l'autre aussi. Oui. Donc il faut déjà accepter que l'autre va peut-être avoir des envies, des besoins ou va peut-être faire des choses de son côté. Et moi je pense que pour moi de mon point de vue, c'est que personnel, mais quand il y a une certaine sorte de respect, quand tu donnes l'impression quand même à l'autre qu'elle a vraiment une importance pour toi, ça veut pas dire genre se retourner sur tout le monde dans la rue ou je pense qu'il faut savoir aussi donner la vraie valeur à la personne qui partage ta vie. Puis je pense que il y a des gens, ils ont vraiment de la difficulté à donner une vraie attention à la personne qui partage leur vie et ça va créer aussi énormément de jalousie. C'est t'as des mecs, tu vas être en couple avec eux, ils vont draguer toutes les serveuses qu'ils vont croiser puis ils vont faire peut-être consciemment créer de la jalousie dans leur couple en donnant l'impression que le gazon est toujours plus vert ailleurs. Puis je pense qu'il y a quand même un vrai lien avec ça. Ouais, tout à fait. Ouais, eux, ils nous saoulent, quoi. C'est ça. Ils nous niquent le game, quoi. Enfin, genre. Mais ouais, c'est clair. C'est ça. Ça peut arriver à des femmes aussi. Enfin, moi, je suis féministe aussi, mais ça peut être dans l'autre sens. Tu peux aussi avoir des femmes, ça peut être aussi dans les deux sens. Ce côté aussi par rapport à s'approprier une personne mais ça, c'est pas de l'amour au final. C'est de l'appropriation. C'est pas du tout de l'amour véritable comme on peut l'entendre, entre guillemets. Mais en fait, moi, ce que je pense en plus, c'est que, ces mauvaises attitudes, ces comportements irrespectueux, manipulation. Sont aussi dus au fait que en fait c'est bon, je suis en couple, j'ai ma meuf, donc en fait on s'en fout un peu de comment je la traite parce que elle est à moi, elle m'appartient. Enfin en fait c'est trop sécurisant tout ça quoi. Si justement on savait que l'autre ne nous appartient pas vraiment, qu'à tout moment, on sait qu'à tout moment il peut se barrer, mais on sait aussi que quand on a construit un couple c'est toujours compliqué de se séparer. Si en fait, je pense que si on avait vraiment conscience que l'autre est un corps à part qui ne nous appartient pas, on le respecterait beaucoup plus en fait. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus de respect parce que on aurait conscience que l'autre est une personne en fait. Et je trouve que le couple nous enlève ça aussi. L'autre c'est devenu mon objet en fait. Et ça c'est hyper problématique. Et je pense qu'il y a plein de comportements irrespectueux dans les couples qui viennent des hommes comme des femmes qui sont aussi dus à ce truc là quoi. C'est bon, je l'ai sous moi, ouais, je l'ai verrouillé. Et du coup je peux un peu faire ce que je veux parce que voilà. Oui, du coup, il n'y a pas d'entretien de la relation puisque elle est acquise. Oui, voilà, tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis sur l'objet parce que dans BDSM, il peut avoir, on peut décider de devenir une table, une chaise, mais d'une façon assez décidée et pour un plaisir qu'on va découvrir. Et c'est ça c'est marrant parce que on peut décider, mais quand on le décide, c'est pas du tout la même chose que quand on va le subir. C'est ça qui est. Ouais, puis c'est temporaire. Déjà, le fait de s'objectiver, ce qui est super intéressant, c'est que l'autre personne avec qui tu interagis, ça l'intéresse. Si tu fais la table puis la personne s'en fout que tu sois une table, ça n'a pas de sens en fait. C'est que tout est par rapport au lien cérébral que tu as avec la personne, par exemple, qui te domine. Tu vois, moi, par exemple, si je demande à quelqu'un de faire ma table, la personne, je vais demander à quelqu'un que ça lui plaît déjà, parce que je sais que ça sera pas le même genre de table que si la personne, ça la fait chier. Parce que tu as toutes sortes de soumis. Et il y a des gens, par exemple, être un objet, ça va vraiment les faire kiffer, parce que tu vas jouer avec le fait qu'ils sont un objet. C'est sexuel ou c'est pas sexuel, mais ils vont aimer être ton objet, t'obéir et te servir à ce moment-là, tu vois, comme un objet. Mais tu y portes attention à l'objet. C'est pas juste un objet que tu oublies dans un coin puis que t'en as rien à foutre, sinon ça n'a pas de sens. Je crois, en tout cas. Si tu oublies l'objet, ça fait partie du jeu. Mais ça fait partie du jeu, donc c'est vraiment très fort cérébralement, voilà. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des objets insolites? Par exemple, par rapport au club, on n'a pas
énormément d'événements autour des objets. Mais moi, je trouve ça cool de transformer les gens en objets. Comme par exemple, on a eu une soirée où il y avait une femme chandelier, où elle s'était fait coudre des pampilles de chandelier dessus. Puis elle tenait des bougies. Donc ça, c'était un très, très beau moment. C'est une dominatrice qui avait créé cette soirée chez nous. Et donc ça, c'était dingue. Mais souvent, on va avoir la chaise, on va avoir la table, on va avoir des trucs comme ça. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour transformer les gens en objets. Donc ça peut prendre des proportions. Non, mais c'est magique. Oui, c'est incroyable. Ouais. Maison Chardon, d'ailleurs, elle aime beaucoup ça, Et elle nous a parlé un petit peu de des tables. Qu'est-ce qu'elle nous a raconté d'autre sur les objets? Non, on a parlé beaucoup de tables, en fait. C'est pour ça que ça m'est venu. Souvent, c'est vrai que c'est la table qui revient. Oui, c'est le plus facile. Oui, c'est le premier truc qui nous vient à l'idée, quoi. C'est oui, puis c'est plus facile à tenir aussi. Faire la table, ça demande pas trop d'effort physique parce qu'il faut que l'objet humain, il faut qu'il puisse tenir sa posture, tu sais. Et on parlait de religion tout à l'heure. C'est quoi le délire christique avec le BDSM? Parce qu'il y a un vrai lien quand même. J'ai envie de dire, c'est quand même eux qui ont inventé le truc. Parce que, je veux dire, ils se fouettent eux-mêmes, quoi. Le sadomasochisme, c'est quand même clairement, toute l'iconographie BDSM, elle vient de là-bas parce que c'est quand même, je me fais mal parce que j'aime Dieu, donc je vais me faire mal parce que j'ai péché, tu sais. C'est quand même, voilà, ils l'ont inventé le truc. Toi, nous, après, on fait que le reproduire au club, quoi. On s'inspire de ceux qui ont fait le truc avant parce que, même quand tu regardes Dieu sur la croix, c'est quand même tout un délire extrêmement BDSM. Nous, on plante pas des clous dans les mains des gens, mais on peut mettre des aiguilles, quoi. Non, mais la religion chrétienne, elle est extrêmement BDSM. Puis c'est la soumission à un Dieu. Puis le fait de s'empêcher d'avoir du sexe, la chasteté, la ceinture de chasteté. Il y a plein de gens qui viennent au club avec des cages de chasteté, des hommes qui viennent avec des cages de chasteté. Et puis il y a tout ce délire de dire t'as pas le droit de te toucher tant que je te donne pas la permission, tu sais, d'avoir la clé de la cage de quelqu'un. Ou même il y a des gens, ils se touchent jamais, puis ils enlèvent jamais leur cage, puis pendant des mois, quoi. C'est vraiment énormément en lien avec, je trouve, avec la religion chrétienne. Et ça doit être pour ça aussi que c'est beaucoup plus répandu dans des pays où il y a cette religion-là. Toi, le BDSM n'est pas partout dans tous les pays. C'est pas dans les pays bouddhistes ou... Non, c'est clair, ça serait chaud. Après, en Asie, ils font du shibari. Ouais. Et en Asie, je veux pas non plus m'avancer, je connais pas trop le sujet, mais évidemment que au Japon ça vient de là-bas le shibari, mais tout le délire avec la croix, avec les martinets, je pense que c'est quand même plus il y a peut-être un peu transgénérationnel là-dedans. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Et du coup, vous, par rapport à vos sexualités, comment vous les vivez Donc toi, tu nous as un petit peu expliqué, mais est-ce que tu peux développer par rapport à toutes les idées que tu as? Comment, en pratique, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Non, en vrai... Moi, c'est aussi pour ça que je pense que je suis un peu un cas bizarre parce qu'en gros, moi, j'ai un compte qui parle de sexualité libre, d'autonomie, de souveraineté sur son corps, etc., que chacun doit pouvoir faire. Et en vrai, donc, je pense que les gens, au premier abord, ils doivent me prendre pour un peu une dévergondée ou quelqu'un qui a une sexualité très prolifique, très libérée. Mais en fait, pas du tout. Enfin, moi, je suis en couple depuis des années et je suis plutôt monogame, en fait. C'est juste que je me laisse la liberté d'autre chose. Et il m'arrive d'avoir des petites aventures. Enfin, là, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Enfin, là, ces dernières années, j'ai plutôt vécu des micro-trucs, des petits flirts où des fois, il y avait même rien qui se passait. Que des grandes histoires. Je suis jamais trop allée en club. Je suis pas très sexuelle, comme fille. J'ai pas de sextoy. Je suis jamais allée en club libertin. Je suis un peu vanille, quoi. Donc voilà. Après, j'adore vivre dans un corps libre, en fait. Et je sais que tôt ou tard, je pense que j'essaierai des choses. Mais pour le moment, l'idée te suffit, en fait. Oui, l'idée me suffit. Ça m'intéresse. Après, c'est pareil. Je me laisse porter par la vie. Enfin, je me dis à un moment, il y aura une occasion qui se présentera, et voilà. Et peut-être qu'à un moment, j'aurai aussi une aventure plus poussée avec une autre personne à côté de mon couple, etc. Mais c'est vrai que globalement, après, j'ai pas du tout une vie très olé olé, quoi.
Et quand t'as amené ça à ton copain, ça a été facile pour lui de le recevoir? Ça a créé une évidence ou c'est... Non, ça a été un très très long chemin. C'était un très très long chemin. Ça a commencé il y a plusieurs années. On vivait à l'étranger et lui, en fait, c'est quelqu'un qui était plutôt assez jaloux. Et bon, pareil, nous on a grandi dans des familles un peu catholiques justement. Enfin voilà, c'était un peu genre tu rencontres la personne tôt, tu te maries, tu fais des gosses. Enfin. Non, on a quand même des familles assez ouvertes, mais disons qu'on était un peu dans ce schéma-là, quoi. Et jusqu'à nos peut-être 25 ans, jamais on aurait pensé qu'on pouvait vraiment vivre autrement, quoi. Ou alors, il fallait qu'on se sépare, voilà. Et quand j'ai commencé à amener le sujet du couple libre, ça a été compliqué. Et en même temps, ça a été assez libérateur, parce qu'en fait, c'est comme si j'amenais une vérité, en fait, sur moi au sein de notre couple, et qui se disait, en fait, ouais, finalement, je sais bien qu'elle est comme ça, et je peux rien y faire, quoi. Donc, j'ai qu'à l'accepter. Bon, et puis ça a été un peu compliqué, mais assez fluide finalement. Après, on a été séparés géographiquement, donc on a un peu fait nos vies chacun de notre côté. Et là, de nouveau, quand on a de nouveau habité dans le même pays et que j'ai remis le sujet sur le tapis, ça a de nouveau été un peu compliqué. Enfin, c'est toujours un peu un va-et-vient, ça progresse, mais c'est pas... C'est par étapes, quoi. Si jamais aujourd'hui les gens nous écoutent et se disent « Ah, ça me trotte dans la tête », ça va être un processus, c'est pas en 2 secondes. Oui, non, mais c'est clair. Sur mon compte, j'avais demandé à des gens de me dire un peu pour eux combien de temps ça prenait un peu d'installer ça, quoi. Et ce qui revenait, c'était de la part de thérapeutes notamment, c'était que ça prenait plusieurs années, quoi. 3 ans à peu près en moyenne. Et voilà, moi, mon compagnon actuel, il est pas ultra serein à l'idée que je fasse ma vie. Et d'ailleurs, je pense pas que je lui raconterai tout ce que je fais. Il arrive. Si je vis une histoire à côté, je peux très bien la garder pour moi aussi. Tout ça, c'est en construction, c'est un cheminement, ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de discussions, ça prend beaucoup de soin. Faut mettre du soin dans tout ça parce que sinon, il faut mettre de la patience et de l'amour. De l'amour, ouais, évidemment, c'est clair. D'autant que lui, il ressent beaucoup moins ce besoin-là. Lui, il est beaucoup plus monogame dans son cœur, quoi, on va dire. Alors que moi, je me sens quand même assez polyamoureuse. Enfin, je sais très bien que voilà. Enfin, c'est beaucoup plus, ça résonne beaucoup plus avec ce que je vis intérieurement. Ça s'est pas imposé comme une évidence, c'est toujours en construction, toujours en cheminement, mais ça va dans le bon sens, donc ça va. Et toi, du coup, Carlotta? Moi, par rapport au BDSM, ça m'intéressait depuis que j'ai commencé à travailler dans la nuit, depuis que j'ai eu environ 18-19 ans, je travaillais déjà dans des soirées à Montréal qui étaient très fétichistes et tout ça, et ça m'a toujours interpellée. Mais depuis que je travaille au club, ça a vraiment pris une grande place dans ma vie. Je veux dire que maintenant, ça fait vraiment partie de ma vie privée et ma vie sociale. Genre, c'est moi, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Puis beaucoup de mes interactions avec les gens autour de moi. J'ai beaucoup d'amis que j'ai rencontrés au club. Voilà, c'est comme une autre dimension qui est rentrée dans ma vie. Parce que je peux avoir des interactions BDSM sans nécessairement avoir des vies sexuelles avec les gens. Ça peut être juste certaines formes de domination, et donc pour moi ça marche, quoi, parce que c'est pas comme si j'étais polyamoureuse ou comme si j'avais plein de partenaires sexuels. C'est autre chose, c'est d'autres sortes d'interactions qui sont indéfinissables, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait des liens, quoi. Ça rentre pas dans les cadres culturels et sociétaux de la société, et du coup ça brouille les pistes, et ça c'est cool. Ouais, c'est cool parce qu'aussi chacun a leur propre recherche et limites. Genre par exemple à Maison Chardon, ça lui arrive souvent quand on va en soirée ensemble qu'elle m'attache en soirée. Puis elle est vraiment dans un couple monogame. On fait pas de sexualité ensemble, il y a rien de sexuel qui se passe. C'est vraiment BDSM. Mais c'est genre hyper intense parce que le shibari, c'est super intense, c'est des sensations vraiment fortes. Ça te fait vraiment partir loin dans ta tête. Okay. Donc on a ce lien-là entre nous, et c'est super beau ce que ça nous fait vivre. Mais je pourrais pas mettre ça dans une case polyamour où chacun on a ce truc-là entre nous qui fonctionne. Puis après, avec une autre personne, ça va être encore autre chose. Ça va être complètement des interactions différentes. Comme moi au club, j'ai mon soumis, c'est ma soumise, c'est une travestie, et donc elle vient au club, elle s'habille en femme et elle s'appelle Anna, et donc elle vient travailler pour moi au club pour être ma soumise à tous les soirs où je travaille. Puis on fait du BDSM ensemble, je la domine des fois à la fin de la soirée, des fois pendant la soirée, comme j'ai envie. Et c'est vraiment beau comme relation, mais c'est pas comme une relation polyamour, quoi. C'est une autre forme de
lien. Ça dégénère jamais sur une histoire. Ça t'est arrivé du coup, il y ait de l'amour vraiment cérébral qui rentre là-dedans, où tu sois un peu perturbé ou. Ça peut être perturbant, mais ce qui est beau, c'est qu'avec là les personnes qui sont autour de moi, c'est le cadre nous convient parfaitement. C'est dans le sens que c'est des gens avec qui je me serais pas mis en couple, mais que du coup l'histoire, comment elle se construit, on aime, les limites nous conviennent, quoi, ça nous plaît. Puis surtout, bon, avec Maison Chardon par exemple, c'est du shibari, c'est elle qui me domine, mais avec par exemple Anna, c'est moi qui domine, et donc comme moi je domine Anna, j'aime, elle aussi elle apprécie que je lui mette des limites, puis qu'on ait des limites. Ça crée une sorte de, je sais pas, c'est beau aussi. C'est ça qu'on peut apprécier dans le BDSM. On peut vraiment apprécier le fait que on n'a pas accès à tout. C'est la personne qui domine qui va nous ouvrir peut-être les portes ou pas, mais il faut respecter ce truc, ce cadre en fait. C'est marrant, ça me fait penser un peu à être acteur en fait. Quand tu vas dans un film, tu as 2 mois de tournage, c'est ton mec, voilà, c'est ta nouvelle famille, c'est tes enfants. Oui. Et après, ça arrive qu'il y ait des histoires d'amour, mais des fois tu crées des liens qui sont différents. Et puis, si tu tournes régulièrement, tu peux avoir plein d'enfants. Enfin, moi, j'ai plein d'enfants de fiction, mais c'est jamais mes enfants. Oui. Mais tu crées ce lien, et c'est ça. Je trouve que c'est assez marrant. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce parallèle en fait, de vivre des choses un peu hors réalité, qui font partie de ta vie parce que c'est quand même toi qui les vis. Ouais. Mais c'est pas non plus. C'est comme une bulle, quoi. C'est autre chose. Ça fait partie de. Je sais pas si c'est un bon exemple, hein, ça m'a fait penser à ça, mais ça peut ressembler à ça. Puis ça a aussi un lien avec, comme avec l'amitié. Tu sais, par exemple, on a des amis avec qui on va parler de certains sujets, on n'a pas tous les mêmes relations avec toutes nos amies. Bah moi, c'est comme si du coup il y avait encore un paramètre en plus, où est-ce que t'as un ami qui te masse les pieds, t'as un ami que des fois tu lui mets des fessées, mais tu couches pas avec. Genre ça me viendra pas à l'idée, parce que le côté sexualité plus classique, c'est encore une autre sphère que je partage pas au club. Ouais, et en même temps, je rebondis sur l'amitié, parce qu'en gros, moi, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ouais, mais comment vous faites? Quelles sont les règles que vous établissez avec vos amants? Bon. Et moi, je leur dis, mais en fait, on a un référentiel très simple de comment traiter les gens correctement. C'est juste l'amitié. Enfin, en fait, il faut juste traiter les amants, les amoureux, les partenaires sexuels comme on traiterait nos amis. C'est-à-dire, il n'y a pas à se prendre la tête sur faut donner un temps égal. Enfin, voilà, on se pose pas toutes ces questions-là dans l'amitié. Les choses sont fluides, elles se passent naturellement. Et moi, je leur dis, voilà, pour moi, mes amants, si j'en avais là, actuellement, j'en ai pas, mais pour moi, c'est juste des amis avec qui on couche ensemble et avec qui on peut avoir des sentiments plus forts, en tout cas d'un autre ordre que les sentiments purement amicaux. Mais sinon, faut les traiter pareil. Il y a pas de, et voilà. Et pour moi, en fait, il y a aussi beaucoup de choses, dans le polyamour ou le couple libre, etc., on essaye de recalquer les règles du couple, c'est-à-dire on essaye de trouver des trucs très cadrés, très normés, faut placer des règles, des limites, machin, faut discuter et tout. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, oubliez tout ça, juste passer dans un autre paradigme. Et en plus, on a des modèles, c'est l'amitié. En fait, appliquez l'amitié à vos amours. Et en fait, il y a plus besoin de réfléchir à rien, parce qu'on sait déjà comment ça marche, quoi. Et je trouve que quand on place les choses comme ça, les choses deviennent beaucoup plus, on voit beaucoup plus ce que ça pourrait donner, en fait, si on s'autorisait à vivre nos amours comme on vit nos amitiés, en fait. Et ça n'empêche pas d'être en couple, parce qu'on peut très bien avoir aussi une place spéciale pour un meilleur ami, une meilleure amie, voilà, qui peut être un peu au-dessus des autres, et avec qui peut-être on fait une coloc, ou peut-être même on fonde une famille, enfin ça arrive, quoi. Et voilà. Et donc, le couple n'a pas à être exclu de ça. On peut très bien vivre ses amours comme ses amitiés, tout en étant en couple, parce que cette personne-là, il s'avère que elle a une place plus spéciale, on cohabite avec elle, et peut-être on fait famille, etc. Et voilà. Et pour moi, il y a vraiment un paradigme à changer. Donc voilà. Enfin, je voulais rebondir sur ça par rapport à ce que tu dis sur ce qu'on fait. Enfin voilà. Je vois pas pourquoi le sexe devrait. Pour moi, les partenaires sexuels peuvent être comme des amis avec une forme de sexualité ou une autre, quoi. Ouais. Non, c'est clair que, comme dans l'amitié, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour. Tu sais, moi, les gens qui sont mes amis, je les aime. Je veux qu'ils soient heureux. Je les accepte avec toutes nos différences, puis avec leurs facettes. C'est ça qui est cool, quoi. C'est beau de pouvoir avoir plein de gens qu'on aime autour de soi, puis de pouvoir interagir avec eux, sur différents tableau. Oui, puis vivre des parts de soi qui sont différentes en fonction des gens avec qui on les vit, quoi. C'est vrai qu'un homme ou une femme, un amoureux ou une amoureuse, on demande beaucoup
ça doit prendre ça doit faire tout, tu dois cocher toutes les cases comme on en a envie, quand on en a envie. Enfin, c'est un peu une mission impossible. J'ai l'impression des fois de se dire, on va savoir durer pendant 20 ans et on va devoir évoluer ensemble, faire tout ce qu'on aime quand on veut. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Je trouve que c'est des solutions qui sont, qui ont l'air chouettes. Bah, moi, je pars déjà du principe que la personne, je lui donne la liberté que je veux qu'on me donne. Donc, je vais pas faire chier l'autre, mais il faut vraiment pas qu'il me fasse chier. C'est sûr. Bah, c'est sûr que si on est très, insupportable dans le truc où on veut tout contrôler, on peut pas s'attendre à ce que l'autre nous donne la liberté après de faire ce qu'on veut, quoi. Faut au moins donner ce qu'on veut recevoir. C'est clair. Complètement. Et tu caractérisais bien tout à l'heure en disant que du coup ta vie sexuelle qui est complètement à part, est-ce que ça l'influence, est-ce que le fait que justement tu aies ces expériences BDSM de plus en plus, t'as senti une différence dans ta sexualité intime entre guillemets ou Ouais, c'est clair. Bah moi c'est clair que ça influence ma sexualité parce que on va dire que du sexe vraiment, je sais pas comment on peut définir le sexe vraiment classique. Je trouve que tout le monde s'amuse à sa manière. Mais moi, il faut qu'il y ait une dimension, on va dire, un peu cérébrale. Je vais en avoir besoin et je vais le mettre en place, quoi. Je peux pas j'arriverai pas à être satisfaite si c'est juste du sexe, quoi. Faut qu'il y ait un truc un peu, un jeu de, c'est pas compliqué, hein. Ça demande pas nécessairement des accessoires, ou quoi que ce soit, mais c'est mental, quoi. Faut que cérébralement, il y ait une espèce de jeu de pouvoir ou quelque chose qui touche à mon cerveau. Oui, qui te stimule. Ouais, c'est comme ça que... Ouais, il faut être ça a du excité sens cérébralement aussi. Ouais, quoi. c'est ça. C'est clair. Ouais. Le BDSM, c'est extrêmement cérébral. On a bien compris ça aujourd'hui. Je le dis beaucoup parce que on voit tout de suite l'aspect... les gens, ils pensent tout de suite, mettons, au fouet, au martinet. Il y a ce côté sensoriel où il te fait mettre des coups de fouet, des coups de martinet, mais le côté cérébral, pour moi, c'est ce qui donne une profondeur à tout ça. Parce que si tu te fais mettre des coups de martinet par quelqu'un qui, on va dire, ta maîtresse ou ton maître ou peu importe, ton envie de recevoir va être différente, puis ta sensation, ton ressenti va tellement être différent que c'est pour moi même pas la même activité. Je veux dire, on peut ne pas tant aimer la douleur, mais avoir des super beaux moments à se faire mettre des coups de martinet par la personne à qui on est le soumis ou la soumise, quoi. Donc l'aspect cérébral, il joue énormément. Puis je pense que dans le sexe, le cérébral a tellement une grande place, faut pas l'oublier. Et comment tu rencontres un soumis ou une soumise? Comment ça se fait cette relation? Parce que c'est c'est assez marrant parce qu'au club ça se fait, ça peut se faire super naturellement. En fait, les gens ils vont venir ils vont se parler, ils vont se rencontrer. La semaine dernière, j'animais un événement sur les dominatrices, puis du coup, il y a des gens comme ça, on leur parle, on fait une petite séance justement d'impact avec du martinet ou avec cravache, tout ça. Puis après, on va voir moi je vois il y a un lien qui se fait même par rapport à la personne, si elle se laisse aller ou pas. Est-ce qu'il y a un feeling entre vous, comme quand t'embrasses quelqu'un? Tu sais, tu t'embrasses quelqu'un, tu peux rien ressentir, ça peut être nul ou juste pas la bonne personne pour toi. Ou tu peux embrasser quelqu'un et être genre, waouh, il s'est passé un truc. C'est un peu pareil avec le BDSM. Genre, est-ce que quand t'interagis avec l'autre, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que tu ressens un échange d'énergie ou pas? Puis après, tu vois si vous avez aussi des atomes crochus dans les choses qui vous intéressent à explorer. Parce qu'il y a plein de manières d'explorer le BDSM. Il y a des gens qui vont vouloir des trucs, ils vont vraiment vouloir avoir de la douleur, ils vont vraiment être masochistes. Mais si toi, ça t'intéresse pas d'être dans cet aspect-là, tu vas peut-être trouver des gens qui vont plus vouloir un côté sensuel ou de la contrainte, être attachés, mais ils veulent pas nécessairement avoir mal. C'est que c'est tous les paramètres. C'est ça qui est beau, c'est que tout est possible, en fait. T'as des gens qui vont être soumis, qui veulent pas avoir mal du tout. Puis il y a plein de choses à faire avec quelqu'un qui veut pas avoir mal. Mais c'est ça, parce qu'on a appris la dernière fois qu'un soumis n'était pas forcément maso, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est vrai que la différence, elle se faisait pas, quoi. Et ouais, ce qui est beau, c'est qu'il y en a qui adorent le service. Genre, moi, j'adore ça. Il y a des gens, leur plaisir, c'est de te servir. Fait que tu leur dis, vas-y, fais-moi un café maintenant, ramène-moi le café, fais-moi ci, fais-moi ça, je fais n'importe quoi. Mais puis tu sens que leur plaisir de servir, c'est justement, c'est presque sexuel, dans le sens que être au service de sa maîtresse, de sa domina, c'est déjà une joie en soi. T'as pas besoin de les taper pour qu'ils soient heureux. C'est beau, mais après, justement, tu peux lui demander de faire le meuble, quoi. Mais maintenant, fais la table pour mon café. le café, tu l'as ramené. Ouais, ça peut être hyper sensuel.
comme ça peut être très aussi sadique et hard et laisser des grosses marques et il peut y avoir du sang et tout, quoi. Ça peut être vraiment très intense en termes de sensations, comme ça peut être vraiment tout doux. Et en parlant de rencontres, Sabine, que, par exemple, quand tu rencontres donc d'autres hommes et que toi tu expliques ta situation, genre eux c'est plutôt bien pris ou enfin ils comprennent le concept parce que peut-être que comme c'est pas eux ton mec principal, peut-être que eux ça les dérange moins, ils comprennent un peu mieux le concept, ils l'acceptent mieux du moins. Oui, je trouve que globalement, là, moi, maintenant, ma façon d'expliquer les choses, enfin, en fait, je pense que je suis beaucoup plus assumée aujourd'hui et assurée. Donc, quand j'en parle, de toute façon, je parle de moi. Je parle pas forcément de mon compte enfin voilà, au premier venu. Mais voilà, je leur dis que moi, je suis quelqu'un d'indépendant, que pour moi, dans mon couple, ça se passe comme ça et que je peux pas faire autrement. Et je suis très vulnérable et honnête dans. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de gens. Alors après, t'as toujours un peu des gens qui disent ah, mais comment ça marche, mais enfin oui, t'as toujours c'est pas mal reçu, mais t'as toujours des gens qui s'interrogent, qui te posent des fois des questions un peu bizarres, genre ah ouais, mais des fois tu retrouves ton mec alors que tu viens de te faire troncher par un autre, t'es là non, enfin c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'était un peu des clichés comme ça. Après c'est plus complexe, ça peut être très bien reçu comme ça dans la discussion, puis des fois tu rentres dans une relation peut-être un peu de séduction ou de flirt, etc., voire un peu plus, et en fait bah il y a quand même des réticences qui se mettent en place parce que bah on a tellement baigné dans un truc pas comme ça que enfin là j'ai une petite aventure récemment avec un mec et au début il était super open sur le polyamour machin trop cool et tout, il trouvait ça super et tout. On a commencé à avoir une petite histoire vraiment très très rapide mais assez vite j'ai senti qu'en fait il y avait un truc qui bloquait. Et en fait, ça a eu du mal à sortir et je l'ai vraiment titillé pour que. Et en fait, au bout d'un moment, oui, il a fini par sortir que en fait, enfin, et c'est sorti assez violemment où en fait j'ai compris que voilà, ça le frustrait énormément de pas pouvoir se projeter dans une relation un peu de couple peut-être avec moi, que c'était une relation. Enfin, et en plus on s'était vu très peu de fois, donc ça démarrait tout juste et tout de suite le mec m'a dit je veux pas d'une relation comme ça, clandestine où je me contente des miettes, alors qu'on s'était vraiment, enfin, on n'avait rien construit en fait, donc j'ai envie de dire mais ça vient d'où ces reproches, enfin il y a rien pour l'instant, donc je vois pas du tout. Et en fait, mais il avait projeté tout ça en fait, il avait projeté que il allait être mon petit oui voilà mon bouche-trou quoi, de temps en temps j'allais l'appeler parce que voilà mon mec était pas là et j'ai trouvé ça vraiment dommage, d'autant qu'il avait l'air super open sur le truc au début quoi. Donc ouais, des fois c'est compliqué et puis c'est quelque chose qu'on sait après quand on commence à évoluer dans ces formes relationnelles, ben oui, qu'on s'expose à beaucoup de déceptions. Mais des fois les déceptions ne viennent pas des gens qu'on s'attendait, parce que à l'inverse, tu peux rencontrer des gens qui sur le coup sont en couple monogame, ont l'air très fermés sur ça et puis en fait quand on commence à en parler, bah finalement ils sont là ah ouais, c'est intéressant et puis voilà, enfin moi ça m'est arrivé d'avoir des aventures avec des mecs qui avaient des copines et qui étaient monogames et puis en fait ben finalement quand ils le vivaient, ils se disaient ouais bah en fait c'est cool et ça fait du bien quoi. Et j'étais là bah oui, ça fait du bien, ouais bah ouais, ça fait du bien. c'est exactement ce que je dis. Ça fait du bien, c'est important, c'est existentiel en fait de vivre ces choses-là. Et en fait alors que dans le discours ça aurait été les premiers à me dire ouais non mais moi je suis fidèle et tout, quand ils le vivaient intérieurement, là ils se disent il y avait autre chose qui s'ouvrait quoi. Et ça c'est beau aussi à voir. Est-ce que tu sens aussi que quand tu vis des histoires à côté, ça t'inspire dans ta sexualité avec ton mec? Est-ce que ça peut te redonner une genre d'énergie sexuelle? Oui, bah ça entretient clairement ma libido, enfin moi qui s'éteint complètement quand je suis bridée, enfin voilà. Ouais. Et ouais, c'est clair que quand ça se concrétise pas tous les 4 matins, hein, mais quand ça se concrétise, oui, je sens bien que j'ai un regain de vitalité, de libido, ouais complètement. Et en général, ça ramène dans le couple de l'énergie, de la joie et de l'amour quoi. Bah, je pense que c'est super important d'entretenir ça, la flamme, justement. Ouais. Bah oui, parce que je pense qu'un des problèmes, justement, quand t'es dans un couple hyper cadré et très hermétique, c'est qu'à un moment, tu peux te faire chier avec l'autre, puis si t'as pas d'inspiration qui vient de l'extérieur, puis que les deux, vous vous enlisez, puis que vous avez finalement toujours les mêmes positions, toujours le même petit rituel, avec les mêmes trucs qui se passent au même moment. Honnêtement, c'est dur de rester excité. Je vois pas comment les gens font, quoi. Moi non plus, je vois pas. Je comprends pas. Alors que tu peux avoir même des discussions avec d'autres personnes ou même un flirt, mais sans qu'il soit nécessairement concrétisé.
juste le fait de ressentir le désir de quelqu'un d'autre peut te donner toi le désir en toi, puis après tu vas le projeter, même le ramener dans ton énergie de couple. Ouais, je trouve ça hyper dommage que quand un couple, quand la flamme s'éteint, tout ce qu'on propose au couple, c'est des choses à l'intérieur du couple. Mais t'as envie de dire, enfin moi il y avait une métaphore que j'avais lue sur un blog que j'aimais bien, c'était que un couple sans sexualité, enfin après on peut être un couple sexuel, y a aucun problème, mais disons que quand les deux personnes sont c'est comme un moteur sans huile en fait, et que en fait c'est pas honteux d'aller emprunter de l'huile à l'extérieur pour remettre un peu d'huile dans le moteur, parce que sinon ça frotte, ça frictionne et puis ça va pas quoi. Et en fait je trouve ça dommage qu'on dise un couple, donc pour ranimer la flamme, faut acheter de la lingerie, faut écouter des podcasts érotiques, mais tout à l'intérieur. Enfin on peut jamais ranimer la flamme avec peut-être d'autres expériences à l'extérieur. Enfin tout doit rester, comme tu dis, hermétiquement bien fermé. Et c'est tellement dommage. Enfin, on se coupe de tellement de bonheur, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est jaloux. Mais enfin, je veux dire, tout ce qu'on peut vivre à côté, c'est tellement de belles émotions. Enfin, après, ça peut être douloureux aussi, mais je veux dire, il y a tellement de bonheur à trouver là-dedans que s'arrêter à juste, on est jaloux et se couper de tout ça, mais c'est tellement dommage. Enfin. Puis il y a plein de choses que des fois, dans ton couple, tu pourras jamais avoir. Non. Jamais. Parce que les gens sont d'une façon. Tu sais, on peut pas être tout et son contraire. On peut pas être tout à la fois. Puis t'as des gens avec qui, ils vont t'offrir un truc, mais si t'as des besoins qui sont tellement variés et différents, tu vas juste toujours être buté à avoir pas ce que tu veux. Puis l'autre personne, elle sent qu'elle te remplit pas, qu'elle te satisfait pas. Puis elle se sent mal. Puis au final, c'est encore moins excitant. Je veux dire. C'est ça qui est compliqué. Mais non, mais c'est hyper compliqué. Alors moi, ça m'énerve aussi quand je lis des trucs genre faut parler de vos besoins et tout. Mais j'ai envie de dire, mais moi, mon besoin, c'est d'être embrassé par quelqu'un de nouveau. Aïe, qu'est-ce que je vais dire ça à mon mec? Il peut pas changer, c'est mon besoin, c'est d'avoir une diversité de corps, de toucher une nouvelle peau parce que c'est nouveau, parce que c'est génial. Un premier baiser, mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça dans la vie? Qu'est-ce que je vais dire à mon mec? J'ai besoin d'un premier baiser. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin, il peut pas me donner un premier baiser. Enfin, c'est fini. On est à notre 12 millième baiser. Enfin, c'est terminé. Donc, oui, il faut communiquer vos besoins, mais si mes besoins, il peut pas parce que, il peut pas. Il pourra jamais être quelqu'un de différent. Il peut pas avoir un autre corps que le corps qu'il a. Il peut pas avoir une autre peau. Et donc, envie de dire en fait voilà, enfin je veux dire, tout le monde reconnaît qu'un premier baiser c'est génial, donc pourquoi on devrait s'en couper? Voilà, à partir du moment où on est en couple, c'est terminé pour le restant de nos jours. Enfin mais quel dommage quoi. Enfin on peut pas tout trouver à l'intérieur du couple. Il y a des choses qu'on ne peut pas, ou qu'on ne peut plus, qu'on ne pourra plus jamais vivre avec quelqu'un avec qui on est en couple depuis 5 ans, 10 ans, la passion des débuts. Enfin c'est pas possible, on la connaît par cœur cette personne, c'est fini et c'est ok que ce soit fini, mais pourquoi s'interdire de vivre avec quelqu'un d'autre, ou alors s'autoriser à le vivre, mais en passant par l'opération désastreuse d'une rupture. Enfin, c'est dommage, en fait. C'est dommage de tout détruire parce qu'il y a un truc qui fonctionne plus. Ouais. Et c'est vrai qu'on a envie que ce soit la passion du début pour toujours, mais c'est clairement pas possible. Ça peut être magnifique, ça peut être une belle passion, mais pour ça, il faut vraiment travailler dessus. Puis, faut pas être paresseux, quoi. Faut vraiment se donner les moyens. Ouais, c'est clair. Toi, t'es polyamoureuse aussi dans Non. Ça te donne envie, du coup, tu prends des... C'est en fait le truc que moi je peux pas imaginer dans le polyamour, c'est tout l'aspect mettre vraiment les cartes sur table. Ça fait pas partie de ma personnalité, je suis incapable de faire ça. En fait, moi déjà, j'accepte qu'il y ait une part d'ombre, vraiment. Genre, je suis pas jalouse. Genre, je veux dire, je veux laisser mes partenaires avoir leur vie, mais j'ai pas envie qu'on mette tout à plat. En fait, j'ai pas envie qu'on mette tout à plat puis qu'on se donne des règles puis qu'on se dise ça tu peux pas, ça tu peux pas. Donc ce côté polyamour, je trouve que c'est chouette quand les gens en parlent, mais quand ça devient un truc avec une vraie discussion, avec une vraie comme un contrat quoi, comme un espèce de truc où il faut expliquer, puis j'ai entendu des blogs justement sur ça, puis je voyais comment les autres le vivaient, puis je me disais aïe, je crois pas que ça soit pour moi. Fait que le BDSM, j'ai la possibilité d'avoir plein de relations où les gens n'ont pas le droit d'être jaloux les uns des autres déjà. Non, mais je veux dire que on n'est pas sur un système de jalousie, de possessivité. Pareil, moi, je donne la liberté aux gens avec qui je joue de faire ce qu'ils veulent, mais il y a ce truc où je me sens vraiment nourrie. Je peux faire ce que je veux dans le terrain de jeu du BDSM. Je peux rencontrer des nouvelles personnes quand je veux. Je peux avoir quand même des sensations nouvelles puis des interactions nouvelles, donc ça me permet de me sentir satisfaite, on va dire.
Ouais, moi je trouve aussi que le polyamour, ça reprend, enfin en tout cas tel qu'on en parle beaucoup dans des blogs ou des podcasts, ça reprend les codes de l'amour en couple monogame et ça les étend à plus de personnes. Mais sinon c'est la même chose, faut être fidèle les uns aux autres, faut que tout le monde soit d'accord pour que tu rencontres une nouvelle personne. Il y a pas de liberté en fait finalement. Enfin, t'as la liberté d'être en oppression avec plus de personnes qu'une. C'est tout. Mais pour moi, et effectivement, je trouve ça dommage. Et c'est pour ça que moi, je parle, à chaque fois que je parle de polyamour, je prends énormément de pincettes. Et donc toi, c'est plutôt du couple libre. Oui, c'est du couple libre. En fait, moi, mon concept central vraiment que je mets souvent sur la table, c'est la souveraineté sexuelle. Voilà, pour moi, c'est rester souverain sur son corps ou l'autonomie sexuelle. Mais j'aime bien le terme de souveraineté. Je trouve que c'est plus fort encore. C'est rester souverain sur son corps, quoi qu'il arrive, quoi. Et tu as toujours la possibilité. Alors après, il y a des espaces communs dans le couple, donc t'es pas forcé de ramener quelqu'un chez toi dans le lit conjugal, par exemple. Oui, tu peux avoir des règles comme ça, mais voilà, ou présenter à tes gamins ton nouvel amant sans que ton mec soit au courant, ou voilà. Mais dans ton espace de liberté qui doit exister, t'as le droit de faire ce que tu veux. Et effectivement, t'as pas à rendre de compte. Et si tu veux garder ton jardin secret, t'as le droit. L'autre n'a pas à venir te réclamer des comptes sur ce que t'as fait. Voilà, je suis assez d'accord sur on n'a pas à tout mettre carte sur table. Bah moi ça brise de mon point de vue, je veux dire, si mettons j'ai mon copain qui me raconterait genre qui a embrassé une nana la veille puis qui rentrait avec elle, puis honnêtement moi ça va pas m'exciter. Ça va pas me faire genre oh waouh, raconte-moi les détails, je sais pas quoi, présente-la moi. Je c'est pas mon univers érotique. S'il y a des choses qui se passent comme ça, je préfère pas le savoir. Puis comme je veux dire, je suis pas jalouse. Même si quelqu'un me raconte, oui, j'ai vu ton mec embrasser une fille, je vais être comme, ouais, d'accord. Ok, d'accord. Mais bon, j'ai pas besoin qu'on me raconte tout pour me sentir au cœur du sujet, peu importe ce qui se passe. C'est une façon, en fait, de refaire rentrer le contrôle par la petite porte, en fait, pour moi, de faire ça. Mais il faut lâcher prise, en fait, sur ces choses-là. Il faut lâcher prise sur le fait que l'autre, il s'appartient, quoi. C'est un corps souverain. Et il faut bien l'accepter, en fait, pour vivre des relations saines, je pense. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est juste ton rapport de toi à toi. C'est ce que tu disais aussi, c'est comment est-ce que tu t'aimes suffisamment pour te nourrir suffisamment pour qu'au final, t'aies pas besoin que quelqu'un vienne, entre guillemets, te nourrir, et que toi, tu te nourris tellement seul que, en fait, t'es libre, t'as besoin, enfin, tu partages des interactions et, en fait, t'es bien, quoi qu'il arrive. Puis aussi, je veux dire, si la personne, quand t'es avec elle, tu sens que t'es vraiment importante pour elle à ce moment-là, qu'elle te donne tout son attention, moi, c'est ça qui compte le plus pour moi. Genre, il y a des gens avec qui tu vas être, justement, j'en parlais tout à l'heure, mais le fait d'être avec certaines personnes qui te donnent l'impression toujours que le gazon est plus vert ailleurs, ça m'intéresse vraiment pas. Ça, c'est ce genre de personne-là que je fuis, tu vois. Mais si je suis avec en amitié, d'ailleurs. Ouais. Si la personne, elle est capable de te donner cette sensation d'être son soleil à ce moment-là, voilà, j'ai pas besoin de savoir ce qu'il fait quand je suis pas là, quoi. Je m'en fous. On est purement dans l'instant présent, quoi, de ce que tu vis sur l'instant présent avec l'autre personne. C'est ça qui est sacré, c'est ça que tu construis sur le moment. Après, ce qui se passe ailleurs, ça appartient à chaque individu de ce qu'il va en faire, quoi. Ouais. Puis des fois, les gens, ils sont fidèles, mais ils se font chier quand ils sont ensemble. Ah bah ça, c'est bravo. Bisexuel de merde, mais fidèle. Et c'est jamais trompé. Je fais chier pendant 20 ans, mais j'ai jamais trompé. C'est clair, genre. Vous avez, c'est clair. Génial. Donc on arrive à la fin de l'émission. Sur cette note positive. Est-ce que vous voulez dire un mot pour la fin ou qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? Moi, j'avais une petite question par rapport au BDSM parce qu'en fait, ça m'intéresse aussi parce que je pense que c'est un très bon moyen justement de neutraliser la jalousie. Enfin, le BDSM ou voilà, toutes ces expériences un peu particulières, comment dire, très subversives en fait par rapport à la sexualité un peu classique que la plupart des gens vivent, je pense. Je pense que ça peut vraiment, en fait, faire modifier des choses dans la tête vraiment qui font que tu arrives à mieux maîtriser ta jalousie. Et je voulais savoir si tu avais un truc à dire. C'est pas vraiment un mot de la fin, c'est plus une question du coup. Ouais, mais je pensais à ça quand tu parlais. Et du coup, je voulais savoir si ça te parle du coup. Moi personnellement, j'ai déconstruit mon sentiment de jalousie par rapport au fait. Pour moi, c'était plutôt par rapport au fait que je sais qu'on peut jamais savoir ce que les gens font à l'extérieur du moment que t'es avec eux. Ouais. Puis que d'un côté, pour pas être déçu, je me dis de toute façon, dis-toi que les gens ils sont comme ils sont, puis personne n'est parfait. Puis avec le BDSM, tu peux donner des limites si le problème, c'est vraiment le côté génital, le fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Tu peux avoir plein d'autres interactions qui sont possibles sans nécessairement avoir le côté pénétration.
souvent ça le truc le plus qui vient à la tête quand on pense à tromper, c'est souvent ça. Mais je sais pas exactement comment toi ça pourrait t'aider par rapport au fait de gérer le concept de jalousie, mais tu peux peut-être prendre cette sensation de jalousie puis en faire autre chose avec un côté cérébral. Tu vois, parce que la jalousie, c'est une émotion qui peut être transformée, je trouve. Oui, être transformée, être sublimée par des jeux comme ça. Parce qu'au final, être jaloux de quelqu'un et vouloir le contrôler, c'est vouloir le dominer. Et en fait, en jouant ça, parce qu'au final, le BDSM, c'est beaucoup un peu du jeu aussi. Et en le jouant, du coup, ça te met dans une posture de recul, en fait, par rapport à ton émotion. Et je pense qu'il y a moyen de la transformer vers autre chose. Et bref, c'est un domaine qui m'intéresse. C'est clair. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me disent ça, qui me disent, ouais, mais comment on fait? On est trop jaloux. Et je pense qu'il y a des techniques. Enfin, ça se dompte, la jalousie, les émotions. On peut faire des thérapies, mais je pense que ça peut être aussi une forme thérapeutique. Enfin, j'ai une amie en fait qui fait du BDSM et elle m'a beaucoup parlé de l'aspect thérapeutique de tout ça, à quel point ça l'avait aidé dans ses complexes et ses traumatismes, etc., à dépasser tout ça. Et donc, je pense aussi à dépasser la jalousie. Ça peut être je pense que ça peut faire découvrir ton corps dans son intégralité, au lieu de juste. Moi, j'ai rien contre le sexe classique, j'adore ça, mais au lieu de juste axer sur une partie, ce qui est beau, c'est que ça, est-ce que, mettons, moi, je sais pas, moi, griffer le dos de quelqu'un, est-ce que c'est tromper? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'au final, tu peux avoir des moments hyper intenses où tu regardes la personne, tu la vois plus pareil après. C'est ça. Mais t'as pas couché avec elle. Peut-être que la jalousie, c'est aussi c'est nourri par la frustration, beaucoup. Et du coup, si tu la transforme, justement, comme tu disais, si en fait tu nourris ce sentiment par autre chose, donc tu n'es plus frustré, donc en fait elle a plus lieu d'exister parce que tu l'as accepté et en plus tu l'as transmuté dans quelque chose. Donc, en tout cas, je souhaite aux gens de travailler là-dessus parce que ça fait tellement mal gratuitement la jalousie. C'est même pas, c'est pas du mal qu'on a envie d'avoir, quoi. On va tous venir faire un petit stage de BDSM. Et Carlotta va nous initier à tout ça. Voilà. On va se faire une soirée. Il faut. Hein. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, toi, que tu voulais rajouter? Moi, je dirais aux gens qui vous écoutent justement que ça vaut la peine de s'explorer quand on en ressent l'envie, parce que je pense que quand on le fait tard, avec des envies qu'on a depuis longtemps, on se dit merde, j'aurais dû y aller plus tôt, quoi. J'aurais dû franchir le cap, j'aurais dû pas avoir peur, parce que la peur qu'on peut avoir de pas venir au club, c'est juste de se dire je vais peut-être pas aimer ça. Au pire, si on n'aime pas ça, on revient pas, quoi. Mais si on aime ça, et puis on peut juste regarder, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. Oui, bien sûr, c'est clair. Jamais. Si on obligeait les gens, ça serait criminel. Viens te faire fouetter sur la croix. C'est obligé. C'est un ordre. Bon, sur ces bonnes paroles, on va vous dire à la semaine prochaine. Et revenez, sinon vous envoie Carlotta. Voilà. Attention. En tout cas, merci de nous avoir partagé toutes ces... Je sais pas le mot. Ces belles paroles. Voilà. La bonne parole. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. C'était... D'avoir prêché la bonne parole. Oui, c'est ça. Voilà. Tel les catholiques, putain. Oui, de venir expier vos péchés. Voilà. On a le matériel. Comme à l'époque. Bon, nous, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Oui. Merci à vous. Merci. Cool. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.